Le froid de janvier rongeait les os de celui qui avait été roi. Charles Stuart traversait les salles vides du château Saint-Germain, ses pas résonnant comme les grondements d'un pouvoir disparu. Les murs nus reflétaient sa propre ruine. Un monarque sans couronne, un souverain sans royaume. Ses vêtements, autrefois en soie et en velours, étaient désormais faits de laine grossière et rapiécée. L'or qui ornait ses doigts avait disparu, vendu pièce par pièce pour acheter du pain et un toit. Sa barbe était hirsute sur un visage décharné par des années d'humiliation et d'exil. La chambre où il dormait était petite et humide. Le matelas de paille lui rappelait chaque nuit à quel point il avait dévié des lits royaux de Whitehall. Les fenêtres sans vitres laissaient passer le vent glacial qui lui transperçait les os comme des poignards de glace. Sa suite s'était réduite à une poignée de loyalistes démunis. Les grands nobles qui composaient autrefois sa cour détournaient désormais le regard lorsqu'ils se croisaient dans les couloirs des palais. La charité d'autrui était devenue sa seule subsistance. L'été de ce silence était glacial. Plus de fanfares annonçant son arrivée, plus de sujets à saluer à son passage, plus de conseils d'État, plus de décrets à signer, plus d'armées à commander. Seul l'écho de ses pas dans les salles vides. Leurs mains tremblaient, non, seulement de froid, mais aussi d'impuissance. Ces mêmes mains avaient autrefois brandi des sceptres et signé des traités. Maintenant, elles mendiaient des pièces et écrivaient des lettres désespérées à leurs proches qui tardaient à répondre. La nourriture arriva froide et rare. Le vin avait été remplacé par de l'eau trouble. Les serviteurs le servirent à contre-cœur, sans la révérence qu'il connaissait depuis son enfance. Chaque bouchée avait un goût de cendre, chaque gorgée un goût de défaite. La nuit, quand le sommeil ne venait pas, Carlos regardait par la fenêtre les étoiles qu'il considérait autrefois comme ses sujets célestes. Maintenant, elles semblaient se moquer de lui depuis leurs hauteurs inaccessibles. Ses ennemis contrôlaient tout ce qui lui appartenait autrefois. Oliver Cromwell dirigeait l'Angleterre d'une main de fer, tandis qu'il errait en Europe tel un fantôme royal. Le Parlement avait déclaré la monarchie morte et avec elle, apparemment, son propre destin. L'humiliation la plus profonde survint lors des audiences avec d'autres monarques. Louis XIV de France le reçut avec une courtoisie froide, comme on accueillerait un noble mendiant. Les miettes d'aide arrivaient accompagnées d'une condescendance à peine dissimulée. Son reflet dans les miroirs embués lui révélait un homme vieilli avant l'âge. Ses yeux, autrefois imprégnés de la confiance divine, étaient désormais enfoncés dans des orbites sombres, emplis de ressentiment et d'une soif de vengeance. Les souvenirs de son père exécuté le hantaient chaque nuit. L'image de la hache, s'abattant sur le cou royal, revenait dans ses cauchemars telle une malédiction implacable. La douleur physique de la faim et du froid se mêlait à la douleur émotionnelle du mépris. Chaque jour passé en exil était une petite mort, une lente érosion de tout ce qui avait défini leur existence. Ces lettres aux généraux loyaux restèrent sans réponse. Ces appels à la rébellion restèrent lettres mortes. L'Angleterre semblait avoir oublié qu'elle avait eu des rois, qu'il avait été leur prince héritier. La solitude était un compagnon constant. Les courtisans qui autrefois rivalisaient pour attirer son attention évitaient désormais de fréquenter un perdant. Les femmes qui avaient autrefois flirté avec le pouvoir royal le considéraient désormais avec pitié ou indifférence. Chaque aube apportait la même question cruelle. Comment le fils d'un roi oint par Dieu était-il arrivé ici? Comment un prince né en pourpre avait-il fini par mendier refuge dans les palais d'autrui? Quelle chaîne d'événements avait transformé l'héritier du trône, le plus puissant d'Europe, en ce spectre affamé qui errait dans les cours étrangères, portant seulement le souvenir d'une grandeur perdue et la promesse d'une vengeance, ou qui semblait impossible? Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On vous suivra. Le 29 mai 1630, les canons du château de Windsor rugirent pour annoncer la naissance du prince Charles Stuart.
L'Angleterre célébrait l'arrivée de l'héritier qui assurerait la continuité d'une dynastie que l'on croyait choisie par Dieu lui-même. Le monde dans lequel Charles naquit était un échiquier politique où chaque mouvement pouvait déclencher une guerre. La France et l'Espagne se disputaient l'hégémonie européenne. Le Saint-Empire romain germanique était en proie à la guerre de 30 ans. L'Angleterre naviguait entre des alliances changeantes, cherchant à étendre sa puissance navale et commerciale. L'Angleterre des Stuarts était un royaume sous tension. Les catholiques complotaient dans l'ombre. Les puritains prônaient des réformes radicales. Les nobles défendaient leurs privilèges ancestraux. Le Parlement exigeait un pouvoir accru sur la couronne. Charles Ier, son père, gouvernait avec la conviction que les rois n'étaient responsables que devant Dieu. Cette conviction le mettait constamment en conflit avec le Parlement anglais qui contrôlait les impôts et exigeait son mot à dire dans les décisions royales. Les frictions entre la couronne et le Parlement s'accentuaient chaque année, telle une plaie qui ne cicatrisait pas. Le jeune prince Charles grandit dans le luxe et le raffinement. Des précepteurs français lui enseignèrent la littérature et la philosophie. Des maîtres d'armes lui enseignèrent l'escrime et l'équitation. Des courtisans lui expliquèrent les subtilités de la diplomatie européenne. Son éducation comprenait des leçons sur le droit divin des rois. Charles apprit que son sang royal faisait de lui le représentant de Dieu sur terre. Cette doctrine était profondément ancrée dans son jeune esprit, créant une confiance qui semblait inébranlable. La cour de Whitehall était un univers d'intrigue, où chaque sourire dissimulait des calculs politiques. Charles observait son père manœuvrer entre factions rivales, apprenant ses premières leçons de survie politique dans un environnement où la trahison se cachait derrière chaque rideau de soie. En 1641, alors que Charles avait 11 ans, une crise politique éclata. Le Parlement irlandais se rebella contre la domination anglaise. Le massacre des colons protestants en Ulster choqua l'Angleterre. Charles Ier avait besoin d'argent pour réprimer la rébellion, mais le Parlement anglais refusa de l'accorder sans compensation politique. La situation se détériora rapidement. Le Parlement arrêta le comte de Strafford, principal conseiller du roi. Charles Ier tenta d'arrêter 5 membres du Parlement, mais ils réussirent à s'échapper. La confiance entre la couronne et le Parlement fut définitivement rompue. Le jeune prince fut témoin du départ de son père de Londres en janvier 1642. La famille royale se dirigea vers le nord en quête d'un soutien militaire. Charles comprit que son monde de privilèges et de certitudes s'écroulait sous ses pieds. La guerre civile anglaise éclata officiellement lorsque Charles Ier leva son étendard royal à Nottingham le 22 août 1642. L'Angleterre était divisée entre partisans du roi et partisans du Parlement. Des familles se fracturèrent, des amis devinrent des ennemis mortels. Les premières batailles furent favorables aux forces royales. Charles Ier remporta la bataille d'Edge Hill en octobre 1642. La route vers Londres semblait toute tracée. Le bin de la jeune prince Charles était convaincu que la victoire serait rapide et que l'autorité royale serait bientôt restaurée. Cependant, la guerre s'éternisait. Oliver Cromwell organisa la cavalerie parlementaire avec une discipline de fer. La nouvelle armée modèle transforma les paysans en soldats professionnels. Les forces parlementaires améliorèrent leur organisation et leur efficacité militaire. En 1645, à seulement 15 ans, Charles reçut sa première véritable responsabilité militaire. Son père le nomma commandant nominal des forces royalistes dans l'ouest de l'Angleterre. Ce fut un immense fardeau pour un adolescent, mais aussi l'occasion de démontrer son courage. La défaite des royalistes à la bataille de Naseby en juin 1645 marqua le début de la fin. L'armée du roi fut anéantie. Charles Ier perdit sa correspondance privée qui révélait des négociations secrètes avec des étrangers. La cause royale semblait perdue. Le jeune Charles connut sa première fuite désespérée.
Les forces parlementaires avançaient sur ses positions à l'ouest. Ses conseillers lui conseillèrent de fuir vers le continent avant d'être capturé. La décision de quitter l'Angleterre fut déchirante. En avril 1646, Charles Stuart embarqua à Falmouth à destination des îles Scilly. Ce fut son premier exil, le début d'une éducation brutale à la trahison, à la survie et à la vengeance. Le prince, qui avait cru en son droit divin, découvrit que Dieu ne protège pas toujours son élu. Depuis les îles, Charles assista à l'effondrement final de la cause royaliste. Son père se rendit aux Écossais, espérant un traitement honorable. Le jeune prince pressentit que cette reddition serait le premier pas vers une tragédie plus grande encore. Son arrivée en France comme réfugié politique marqua la fin de sa jeunesse dorée. À 16 ans, Charles avait perdu son royaume, sa patrie et ses certitudes. Mais il avait acquis quelque chose de plus précieux, la compréhension que le pouvoir ne se conquiert, se maintient et se reconquiert que par la ruse, la détermination et, si nécessaire, une vengeance impitoyable. Le 30 janvier 1649, la hache du bourreau s'abattit sur le cou de Charles Ier. En France, le prince Charles déchira ses vêtements à l'annonce de la nouvelle. À 18 ans, il se proclama Charles II, roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande. Mais il était un monarque sans royaume, un souverain dont la couronne n'existait que dans son esprit. Le régicide scandalisa les monarchies européennes. Louis XIV de France, à peine enfant, accueillit le jeune roi exilé avec le faste dû à un souverain légitime. Cependant, l'aide française était assortie de conditions. Charles devait se convertir au catholicisme et subordonner la politique anglaise aux intérêts français. Le refus de Charles de renoncer au protestantisme lui coûta le soutien français. Sa première leçon politique fut brutale. Même les Alliés imposent un prix exorbitant. La survie exigeait de la flexibilité, mais certains principes ne pouvaient être sacrifiés sans perdre son identité même. L'Écosse lui offrit une opportunité inattendue. Les Écossais avaient soutenu le Parlement anglais contre Charles Ier, mais furent horrifiés par l'exécution du roi. Ils reconnurent Charles II comme souverain légitime, mais exigèrent qu'il signe le pacte, un document établissant le presbytérianisme comme religion officielle. Charles accepta les conditions écossaises à contre-cœur. Le pacte contredisait ses convictions anglicanes, mais lui offrait sa première véritable chance de reconquérir son trône. La politique de survie exigeait parfois de trahir ses convictions. En juin 1650, Charles débarqua en Écosse. Son couronnement à Scone, le 1er janvier 1651, fut une cérémonie austère, très différente des précédents couronnements des Stuarts. Les presbytériens écossais le traitèrent davantage comme un prisonnier que comme un roi. Oliver Cromwell réagit au couronnement écossais par une fureur militaire. Le Lord protecteur d'Angleterre traversa la frontière avec une armée de vétérans aguerris. Pour Cromwell, Charles II représentait tout ce qu'il avait combattu, la tyrannie royale, le catholicisme secret, la trahison du Commonwealth. La première trahison eut lieu avant la première bataille. Le duc d'Hamilton, prétendu allié de Charles, entretenait une correspondance secrète avec des agents cromwelliens. Les Écossais étaient divisés entre presbytériens radicaux et royalistes modérés. Cette méfiance mutuelle affaiblit l'armée avant le premier engagement. Charles tenta de faire preuve de courage lors des batailles préliminaires. Il mena les charges de cavalerie avec une imprudence suicidaire, cherchant à inspirer les troupes qui doutaient de leur engagement. Ses officiers le considéraient comme courageux mais inexpérimenté, un jeune homme qui confondait courage et stratégie. La bataille décisive eut lieu à Worcester le 3 septembre 1651. Cromwell attaqua avec une supériorité numérique écrasante. Les forces écossaises s'effondrèrent sous l'assaut coordonné des vétérans parlementaires. Charles combattit avec acharnement, mais la défaite était inévitable. La retraite tourna au massacre. Des milliers d'Écossais furent tués ou capturés.
Charles s'échappa miraculeusement, son cheval perçant les lignes ennemies sous les balles sifflantes. La leçon était claire. La bravoure individuelle ne compensait pas l'infériorité militaire. Ce qui suivit fut l'une des évasions les plus extraordinaires de l'histoire. Sa tête étant mise à prix pour 1000 livres, Charles erra en Angleterre pendant 6 semaines. Des paysans catholiques risquèrent leur vie pour le protéger. Le réseau de loyalistes démontra que la cause royale comptait encore des défenseurs prêts à mourir pour elle. L'épisode du chêne royal est devenu légendaire. Charles se cacha parmi les branches de l'arbre, tandis que les soldats cromwelliens fouillaient la forêt, juste en contrebas. Pendant des heures, il resta immobile, regardant ses poursuivants chercher le roi, qui se trouvait à quelques mètres seulement. L'humiliation de se déguiser en serviteur laissa une profonde marque sur Charles. Il coupa ses cheveux royaux, se teignit la peau et adopta un accent paysan. Observer le mode de vie des classes populaires lui apprenait sur le peuple des leçons qu'aucun précepteur de cour n'aurait pu lui donner. Jane Lane, une jeune catholique, risqua sa réputation et sa vie pour l'aider à s'échapper. Charles la suivit pendant des jours, comme son serviteur, et apprit que la loyauté pouvait se trouver là où on l'attendait le moins. Cette expérience lui insuffla une gratitude durable envers ceux qui risquaient tout pour la couronne. Le port de Brighton lui offrit sa dernière chance de s'échapper. Un capitaine catholique accepta de le transporter en France en échange d'une somme que Charles ne pouvait pas payer immédiatement. La promesse de récompense future maintenait l'espoir, alors que le présent n'offrait que désespoir. Son arrivée en France en tant que fugitif fut différente de son premier exil. Il n'était plus le prince naïf qui croyait au droit divin automatique. La défaite de Worcester avait trempé son caractère comme le fer se trempe dans le feu. Le jeune homme qui revint connut le goût de la trahison et le prix de la survie. Les années qui suivirent furent une dure éducation à la diplomatie européenne. Charles erra entre la France, l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas, apprenant les langues, les coutumes et les dures réalités du pouvoir international. Chaque cours lui apprenait de nouvelles leçons de manipulation et de survie. La première conséquence durable de Worcester fut la prise de conscience que la force brute ne suffirait pas à reconquérir le trône. Charles aurait besoin de ruse, de patience et d'alliés plus fiables que les nobles écossais. La vengeance exigeait une planification minutieuse et non des attaques désespérées. La deuxième conséquence fut personnelle. L'expérience d'être traqué comme un animal, de dépendre de la charité d'autrui, d'être trahi par de prétendus alliés, suscita chez Charles une soif de vengeance qui deviendra légendaire. Lorsqu'il reprit le pouvoir, ses ennemis paieraient non seulement pour ses crimes politiques, mais aussi pour toutes les humiliations personnelles qu'il avait subies. Worcester ne fut pas seulement une défaite militaire. Ce fut le creuset où se forgea le caractère du futur Charles II. Le jeune homme qui avait fui cette bataille sanglante reviendrait un jour complètement différent. Calculateur, impitoyable et déterminé à recouvrer chaque dette d'honneur, avec les intérêts aggravés par des années d'humiliation et d'exil. Les années d'exil transformèrent Charles en maître de la survie. De 1651 à 1660, il erra dans les cours européennes, forgeant des alliances fragiles et accumulant des dettes qu'il paierait plus tard de son sang. Sa cour itinérante devint une école d'intrigue, où il enseignait chaque jour de nouvelles leçons sur la trahison et la loyauté. À Paris, Charles cultiva sa légendaire réputation de libertin. Ses amantes scandalisèrent même la permissivité de l'aristocratie française. Lucy Walter lui donna son premier enfant illégitime. Barbara Villiers devint sa maîtresse la plus célèbre. Ces relations n'étaient pas seulement une question de plaisir, mais aussi de politique. Chaque femme reliait Charles à différents réseaux de pouvoir. L'argent était toujours rare. Charles vivait d'emprunts, de pensions irrégulières et de la charité de riches parents. Louis XIV lui accordait des subventions lorsque cela lui convenait politiquement, mais les lui retirait lorsque la France avait besoin de faire la paix avec Cromwell.
Cette dépendance financière humilia constamment le roi privé de royaume. L'Espagne proposa une alliance alléchante en 1656. Philippe IV promit soldats et navires pour envahir l'Angleterre en échange de futures concessions commerciales. Charles accepta, mais l'invasion ne se concrétisa jamais. Les Espagnols utilisèrent la menace de restauration comme un outil diplomatique contre Cromwell, sans réelle intention de risquer des ressources. La première fissure dans le régime cromwellien apparut en 1658. Oliver Cromwell mourut le 3 septembre, jour anniversaire de ses victoires à Dunbar et Worcester. Son fils Richard hérita du titre de Lord Protecteur, mais il manqua du charisme militaire et politique de son père. Le Commonwealth commença à s'effondrer de l'intérieur. Charles observait ces développements avec une prudence calculée. Ses agents en Angleterre signalaient des divisions croissantes parmi les généraux, les politiciens et les groupes religieux. La nouvelle armée modèle, pilier du régime, montrait des signes d'indiscipline. L'occasion approchait, mais il fallait une patience absolue. Richard Cromwell resta à peine 8 mois au pouvoir. Les généraux le méprisaient, le considérant comme un civil faible. Le Parlement royal le considérait comme un obstacle à leurs ambitions. En mai 1659, l'armée le força à démissionner. L'Angleterre se retrouva sans gouvernement efficace pour la première fois depuis près de 2 décennies. George Monk, commandant des forces anglaises en Écosse, s'est imposé comme une figure clé. Vétéran des guerres d'Irlande et d'Écosse, Monk avait loyalement servi Cromwell, mais reconnaissait que le Commonwealth était mort. Sa décision de faire marcher son armée sur Londres allait changer l'histoire anglaise. Charles entretenait une correspondance secrète avec Monk par l'intermédiaire d'intermédiaires. Les négociations étaient délicates. Monk exigeait des garanties qu'il n'y aurait pas de vengeance collective contre ceux qui avaient servi le Commonwealth. Charles devait faire preuve de retenue pour faciliter son retour, mais son instinct lui commandait une vengeance sanglante. La déclaration de Breda d'avril 1660 fut un chef-d'œuvre d'ambiguïté politique. Charles promettait une amnistie générale à ses ennemis, mais la formulation exacte permettait des interprétations souples. Le pardon s'étendrait à tous, sauf à ceux que le Parlement choisirait d'exclure. Cette formulation laissait la porte ouverte à une vengeance sélective. Le Parlement de la Convention, dominé par des modérés épuisés par l'instabilité, vota pour la restauration. L'alternative était l'anarchie ou une dictature militaire perpétuelle. L'Angleterre avait besoin de la légitimité que seul un roi sacré pouvait lui apporter. Charles avait conquis le trône, non par conquête, mais par nécessité politique. Le 29 mai 1660, jour de son 30e anniversaire, Charles entra triomphalement à Londres. La foule l'acclama comme un libérateur. Les cloches sonnèrent dans toutes les églises. Les canons rugirent à la tour de Londres. On aurait dit que toute l'Angleterre célébrait la fin de l'expérience républicaine. Mais derrière les sourires et les cérémonies, Charles dressait des listes. Les noms de ceux qui avaient voté pour la mort de son père, les généraux qui avaient servi Cromwell, les juges qui avaient légitimé le régicide, les prédicateurs qui avaient justifié la rébellion. Chaque nom serait rappelé au moment du châtiment. Les premiers mois du règne restauré furent marqués par une prudence réfléchie. Charles confirma le général Monk comme duc d'Albemarle et lui accorda d'immenses récompenses. D'autres associés de Cromwell, qui avaient facilité la restauration, reçurent grâce et honneur. Cette retenue calculée rassura ceux qui craignaient les bains de sang. Cependant, la retenue avait des limites claires. Les régicides, ceux qui avaient signé l'arrêt de mort de Charles Ier, étaient expressément exclus de toute amnistie. Parmi les 59 signataires initiaux, beaucoup étaient morts ou avaient fui, mais Charles était déterminé à punir autant de personnes qu'il le pouvait. Les premières exécutions commencèrent en octobre 1660. Thomas Harrison, le premier à être jugé, affronta la mort avec une défiance fanatique. Il déclara qu'il préférerait mourir 1000 fois plutôt que de regretter d'avoir exécuté le tyran Charles Stuart.
Son courage impressionna même Charles, mais il n'empêcha pas sa vengeance. 10 régicides furent exécutés publiquement, avec toute la barbarie réservée aux traîtres. Ils furent pendus presque à mort, puis descendus vivants pour se faire arracher les entrailles sous leurs yeux. Enfin, ils furent décapités et écartelés. La foule londonienne assista à ces spectacles avec une fascination morbide. Le véritable génie malveillant de Charles se révéla dans son traitement de ses ennemis morts. Oliver Cromwell, Henry Ireton et John Bradshaw étaient tous morts sous le Commonwealth, mais cela ne les protégerait pas de la vengeance royale. Leurs corps seraient exhumés et soumis à une exécution posthume le jour anniversaire de la mort de Charles Ier. Chaque exécution envoyait un message calculé. La violence n'était pas seulement une punition, mais un jeu politique destiné à terrifier les futurs rebelles. Charles avait appris en exil que la peur était plus efficace que l'amour pour se maintenir au pouvoir. Ses ennemis devaient comprendre que défier la couronne avait des conséquences éternelles. Parallèlement à sa vengeance, Charles reconstruisit les institutions monarchiques. Il restaura le faste royal, raviva les cérémonies traditionnelles et entoura la couronne d'une majesté nouvelle. Le contraste avec l'austérité puritaine était délibéré. L'Angleterre devait se rappeler pourquoi les rois étaient nécessaires. L'Église anglicane fut restaurée avec la même rigueur. Le Code Clarendon expulsa les ministres puritains de leur paroisse. Les dissidents religieux furent systématiquement persécutés. Charles utilisa la religion comme un outil politique, punissant les groupes qui avaient soutenu le Commonwealth. Cependant, les premières fissures dans l'autorité restaurée étaient déjà visibles. La peste de 1665 et le grand incendie de 1566 mirent à l'épreuve la capacité du gouvernement. Les guerres contre la Hollande épuisèrent le trésor royal. Le Parlement commença à réaffirmer son autorité sur les finances et la politique étrangère. Le frère de Charles, Jacques, duc d'York, se convertit secrètement au catholicisme. Cette conversion menaça le fragile équilibre religieux que Charles avait construit. La paranoïa anti-catholique, omniprésente en Angleterre, commença à se concentrer sur la famille royale elle-même. La fin des années 1660 révéla les contradictions fondamentales du règne de Charles. Il avait reconquis le trône grâce à une retenue calculée, mais gouvernée par vengeance sélective. Il avait promis la réconciliation nationale, mais avait attisé les divisions religieuses. Il avait restauré la monarchie, mais n'avait pas résolu les conflits constitutionnels à l'origine de la guerre civile. L'exécution posthume de Cromwell apparaissait comme le symbole ultime de ces contradictions. Charles avait attendu une décennie pour se venger de l'homme qui avait détruit sa famille. Mais cette vengeance macabre allait aussi révéler au monde l'intensité de sa soif de vengeance et marquer le moment où la justice allait se muer en obsession. Les années 1670 apportèrent des tempêtes qui ébranlèrent les fondements du trône restauré. Charles avait consolidé sa vengeance contre les régicides, morts et vivants, mais de nouvelles menaces surgissaient de sources inattendues. Les erreurs s'accumulaient comme des nuages d'orage au-dessus d'un royaume qui croyait avoir trouvé la paix après des décennies de troubles. La conversion secrète de Jacques, duc d'York, au catholicisme fut progressivement divulguée au grand jour. Les protestants anglais percevaient cette apostasie comme une trahison de la glorieuse révolution qui avait libéré l'Angleterre de la domination papale. Charles tenta de minimiser le scandale, mais il savait que la succession catholique menaçait la stabilité dynastique qu'il avait tant œuvré à restaurer. Les guerres contre la Hollande se révélèrent désastreuses, tant sur le plan financier que militaire. La flotte anglaise, autrefois dominante, subit des humiliations, comme l'attaque hollandaise sur la Medway en 1667. Les Hollandais naviguèrent dans les eaux anglaises, coulèrent des navires de guerre dans leurs propres ports et remorquèrent le vaisseau amiral royal comme un trophée. L'invincibilité navale anglaise fut démasquée comme une illusion. Le trésor royal était définitivement en faillite.
Les subventions parlementaires ne suffisaient jamais à couvrir les dépenses de guerre, de cours et d'administration. Charles eut recours à des emprunts désespérés auprès de banquiers juifs et de marchands hollandais. La couronne anglaise, qui avait dominé l'Europe, mendiait désormais des crédits auprès de ses propres sujets et de ses ennemis étrangers. Louis XIV de France proposa une solution empoisonnée. Le roi Soleil promit des subventions régulières en échange d'une alliance secrète contre la Hollande et d'une tolérance religieuse envers les catholiques anglais. Le traité de Douvres de 1670 obligea Charles à déclarer son catholicisme personnel le moment venu. C'était une trahison envers ses propres sujets protestants. La déclaration d'indulgence de 1672 révéla les véritables intentions de Charles. Sous prétexte de tolérance religieuse générale, il suspendit les lois pénales contre les catholiques. Le Parlement réagit avec fureur, forçant Charles à retirer la déclaration et à adopter le Test Act, qui excluait les catholiques de la fonction publique. Son frère Jacques dut démissionner de l'amirauté. Titus Oates apparut en 1678 comme le catalyseur de la crise finale. Ce clerc corrompu et menteur forgea le complot papiste, affirmant que les jésuites projetaient d'assassiner Charles et d'introniser Jacques comme roi catholique. Les mensonges d'Oates s'inscrivaient dans le terreau fertile de décennies de paranoïa anticatholique. L'hystérie qui s'ensuivit dépassa les pires craintes de Charles. Des foules londoniennes lynchèrent des catholiques innocents. Le Parlement exigea des enquêtes massives. Les juges, terrifiés par l'opinion publique, condamnèrent à mort des catholiques sur la base de témoignages manifestement faux. Charles fut contraint d'autoriser des exécutions qu'il savait injustifiées. Anthony Ashley Cooper, comte de Shaftesbury, mena l'opposition parlementaire avec un génie politique diabolique. Shaftesbury avait brièvement servi Cromwell avant de faciliter la restauration de Charles. Il connaissait les secrets les plus intimes du régime et les utilisait pour faire chanter le roi. Il était l'ennemi le plus dangereux, un allié devenu adversaire. La loi d'exclusion de 1669 menaçait directement la succession des Stuarts. Shaftesbury et ses partisans Whigs proposèrent d'exclure le duc d'York, catholique, de la ligne de succession et de transférer la couronne au duc de Monmouth, fils illégitime de Charles, mais protestant. Il s'agissait d'un coup d'État constitutionnel déguisé en réforme religieuse. Charles réagit avec la même ruse qu'il avait apprise en exil. Il dissout le Parlement avant qu'il ne puisse voter l'exclusion. Il convoque de nouvelles élections. Lorsque le nouveau Parlement soutient à son tour l'exclusion, il le dissout à nouveau. Il démontre ainsi qu'il détient toujours les prérogatives royales fondamentales. Cependant, chaque dissolution affaiblissait sa position. Le coût des élections répétées vidait les finances publiques. L'opinion publique se polarisait entre les Whigs exclusivistes et les Tories royalistes. Les divisions politiques à l'origine de la guerre civile refirent surface avec une intensité renouvelée. L'Angleterre semblait se diriger vers un nouvel effondrement constitutionnel. La santé de Charles commença à se détériorer sous le stress constant. Les excès de sa jeunesse firent des ravages. Les nuits de débauche se transformèrent en journées de souffrance physique. Les médecins royaux prescrivaient des remèdes inutiles pour des maux aussi politiques que physiques. Le roi, qui avait survécu à l'exil et à la guerre civile, dépérissait lentement sous le poids du gouvernement. James Scott, duc de Monmouth, devint le centre d'une conspiration alternative. Fils illégitime de Charles, il était privé de droit de succession légitime, mais des partisans de l'exclusion le promouvèrent comme futur roi protestant. Monmouth organisa des tournées dans l'ouest de l'Angleterre, où la foule le salua comme le sauveur de la foi protestante. Les relations familiales étaient irrémédiablement brisées. Charles aimait Monmouth comme son fils, mais ne supportait pas son ambition dynastique. Jacques, l'héritier légitime, soupçonnait Charles de favoriser secrètement son bâtard protestant au détriment de son frère catholique. La famille royale était divisée exactement comme les familles anglaises l'avaient été pendant la guerre de sécession. À la fin des années 1670,
Charles se sentit de plus en plus isolé. Ses anciens alliés l'abandonnèrent ou le trahirent. Ses ennemis gagnèrent en puissance au Parlement et dans la rue. Les finances royales s'effondrèrent. La succession dynastique était remise en question. Les divisions religieuses menaçaient de dégénérer en violence civile. En 681, Charles convoqua le Parlement à Oxford, loin des foules hostiles de Londres. Les Whigs arrivèrent armés et escortés, s'attendant à une confrontation. L'atmosphère annonçait une guerre civile imminente. Charles avait appris à lire ces signes dès sa jeunesse. L'Angleterre était à nouveau au bord du gouffre. La crise atteignit son paroxysme lorsque Charles dissout le Parlement d'Oxford après seulement une semaine. Les Whigs furent stupéfaits. Ils espéraient imposer l'exclusion, mais Charles démontra qu'il préférait gouverner sans Parlement plutôt que de concéder la succession. C'était un pari désespéré qui risquait de lui coûter le trône. Des subventions secrètes françaises permirent à Charles de gouverner sans Parlement durant les dernières années de son règne. Louis XIV paya l'indépendance parlementaire du roi d'Angleterre, mais le prix fut la subordination de la politique étrangère anglaise aux intérêts français. Charles avait reconquis le pouvoir absolu en se livrant à l'ennemi traditionnel de l'Angleterre. La répression de l'opposition Whig commença en 1683. Shaftesbury s'enfuit en Hollande, où il mourut en exil. Russell et Sidney furent exécutés pour trahison. Le complot de Rye House, un complot présumé visant à assassiner Charles, servit de prétexte à l'élimination des derniers chefs exclusionnistes. La vengeance était enfin venue pour ceux qui avaient défié l'autorité royale. Mais la victoire avait un goût amer. Charles avait vaincu ses ennemis, mais l'Angleterre était épuisée par 20 années de crise politique incessante. Le peuple aspirait à la stabilité, mais la succession catholique de Jacques II promettait de nouveaux conflits. Charles avait gagné la bataille, mais perdu la guerre pour l'âme de l'Angleterre. Dans les derniers mois de 1684, alors que Charles se préparait à sa propre mort inévitable, une question le tourmentait. Avait-il sauvé la monarchie des Stuarts ou simplement retardé sa destruction? La réponse ne tarderait pas à venir, lorsque ceux-là même qui avaient salué sa restauration se soulèveraient contre son successeur catholique dans une révolution qui chasserait définitivement les Stuarts du trône d'Angleterre. Le 2 février 1685, à 11h45, Charles II fut victime d'une crise soudaine, alors qu'il se rasait dans ses appartements royaux. Le roi, qui avait survécu à l'exil, à la guerre, au complot et aux crises politiques, s'effondra, victime de son propre épuisement. Les médecins diagnostiquèrent une apoplexie, mais des décennies d'excès et de stress avaient fini par l'emporter. Pendant 5 jours d'angoisse, toute l'Angleterre retint son souffle. Le roi qui avait restauré la monarchie gisait inconscient, tandis que courtisans, politiciens et espions évaluaient les conséquences de sa mort imminente. Jacques, duc d'York, attendait dans les couloirs de Whitehall d'hériter d'un trône empoisonné par 2 décennies de conflits religieux. Les symptômes de Charles étaient atroces. De violentes convulsions rongeaient son corps royal. Des vomissements constants l'empêchaient de conserver nourriture et médicaments. Sa peau prenait la couleur cendrée d'une mort imminente. Les médecins appliquaient des remèdes médiévaux, saignées, ventouses et purgatifs, qui ne firent qu'accélérer sa détérioration. Dans ces moments de lucidité, Charles manifesta des remords inattendus. Il s'excusa pour les exécutions de catholiques innocents durant l'hystérie du complot papiste. Il regretta d'avoir sacrifié les principes religieux à l'opportunisme politique. Ce libertin impénitent fit preuve d'une conscience qu'il avait cachée pendant des décennies. La révélation la plus bouleversante eut lieu dans ces dernières heures. Charles confessa secrètement sa conversion au catholicisme, recevant les derniers sacrements des mains d'un prêtre jésuite caché derrière des paravents dans la chambre royale. Le roi, qui avait défendu l'anglicanisme toute sa vie, mourut en étant le catholique qu'il avait toujours été. Ce fut la trahison suprême envers ses sujets protestants. Sa mort
Le 6 février marqua la fin d'une époque et le début d'une catastrophe dynastique. Jacques II monta sur le trône, premier roi ouvertement catholique depuis Marie Tudor. Lady Sontis, crainte protestante d'une restauration papale, semblait se réaliser. L'Angleterre était confrontée précisément à la crise que Charles avait passé 25 ans à tenter d'éviter. Les funérailles de Charles furent une cérémonie ambiguë, reflétant les contradictions de son règne. Officiellement anglicanes, elles se déroulèrent à l'abbaye de Westminster avec toute la pompe d'un roi. Secrètement catholique, ses sympathisants papistes célébrèrent des messes privées pour son âme. Même mort, Charles conserva une double identité. Les accusations contre son héritage commencèrent aussitôt. Les Whigs le dénoncèrent comme un tyran ayant vendu l'Angleterre à la France contre des subventions secrètes. Les puritains le condamnèrent comme un libertin ayant corrompu la morale nationale. Les républicains se souvinrent de lui comme d'un vengeur cruel qui avait profané des cadavres par rancune personnelle. Les gens ordinaires avaient des souvenirs plus complexes. Charles avait été le roi joyeux qui avait ramené festival et théâtre après l'austérité puritaine. Il avait parcouru les parcs londoniens sans garde du corps excessive, affichant une décontraction contrastant avec la rigidité de son père. Il était resté à Londres pendant la peste, tandis que d'autres fuyaient. Ses actions avaient suscité une affection sincère. Mais les classes cultivées ont formulé des accusations plus précises. Il avait laissé la France dominer la politique étrangère anglaise. Il avait gouverné sans parlement pendant des années, violant les principes constitutionnels fondamentaux. Il avait persécuté les protestants dissidents tout en protégeant secrètement les catholiques. Il avait ouvert la voie à la catastrophe dynastique à laquelle l'Angleterre était désormais confrontée. Les régicides survivants, cachés en Hollande et en Nouvelle-Angleterre, considéraient sa mort comme une justice divine. Charles avait traqué ses camarades jusqu'à la mort ou l'exil, mais n'avait pas réussi à exterminer complètement la semence républicaine. Edmund Ludlow, réfugié en Suisse, écrivit que Dieu avait rendu au tyran un jugement mérité pour ses crimes contre le peuple d'Angleterre. L'Église anglicane a évalué son héritage avec des perspectives contradictoires. Charles avait officiellement défendu le protestantisme d'État, mais ses sympathies catholiques étaient évidentes pour tout observateur avisé. Il avait persécuté les dissidents puritains tout en pratiquant une tolérance secrète envers les papistes. Sa conversion sur son lit de mort confirmait des décennies de suspicion. Les catholiques anglais pleurèrent sincèrement sa mort. Charles avait été leur protecteur secret pendant les périodes de persécutions acharnées. Il avait sauvé des vies catholiques au péril de sa propre popularité politique. Sa conversion définitive confirma la foi qu'il avait défendue en catimini pendant des décennies de dissimulation nécessaire. Les vétérans de la guerre de sécession se souvenaient de différents aspects de son caractère. Ceux qui avaient combattu pour son père le respectaient comme l'héritier légitime qui avait restauré l'honneur dynastique. Ceux qui avaient servi Cromwell le craignaient comme le vengeur qui avait exécuté leurs camarades. Les deux groupes reconnaissaient sa détermination farouche et sa mémoire implacable. Les femmes de la cour livraient des récits intimes de sa vie privée. Ses amantes le décrivaient comme généreux, divertissant et étonnamment prévenant pour un monarque absolu. Il avait légalement reconnu 14 enfants illégitimes, leur accordant titre et soutien. Son dernier souci avait été d'assurer le bien-être de Nell Gwyn, sa favorite roturière. Les diplomates étrangers mesuraient son influence internationale. Louis XIV le considérait comme un client utile, mais peu fiable. Les ambassadeurs néerlandais le respectaient comme un adversaire rusé, ayant tiré les leçons de ses défaites de jeunesse. Les princes allemands se souvenaient de lui comme du réfugié royal, ayant survécu à des épreuves insurmontables. Les accusations les plus graves portaient sur sa vengeance posthume contre Oliver Cromwell. L'exhumation et la mutilation du corps du Lord protecteur avaient scandalisé même les partisans royalistes.
L'émasculation symbolique de la dépouille de Cromwell révélait une soif de vengeance transcendant la mort elle-même. C'était une profanation qui ternissait l'honneur royal. Cette vengeance macabre s'était étendue à d'autres ennemis morts. Henry Ireton et John Bradshaw avaient subi des exécutions posthumes similaires. Leurs têtes étaient ornées de piques, avertissements aux futurs rebelles. Charles avait démontré que sa mémoire était plus longue que la vie humaine et que la trahison envers la couronne avait des conséquences éternelles. Cependant, certains observateurs contemporains défendirent ces actions comme une justice symbolique nécessaire. L'exécution de Charles Ier avait constitué un crime sans précédent contre l'autorité divine. Les régicides avaient brisé l'ordre sacré qui soutenait la civilisation chrétienne. Leur châtiment posthume rétablissait l'équilibre moral de l'univers. Les derniers jours de Charles furent également marqués par des regrets personnels inattendus. Il exprima des remords pour avoir permis l'exécution de catholiques innocents durant l'hystérie antipapiste. Il implora pardon pour avoir sacrifié des vies humaines par opportunisme politique. Ces moments de conscience humanisèrent le monarque qui semblait impitoyablement calculateur. Sa conversion définitive au catholicisme était autant un acte de foi qu'une déclaration politique. Charles avait gardé secrètes ses convictions, catholiques pendant des décennies, mais il les avait subordonnées à la survie dynastique. Ce n'est que sur son lit de mort qu'il put exprimer honnêtement sa véritable foi. Ce fut un ultime acte de défiance envers l'orthodoxie protestante qu'il avait prétendu défendre. Le testament de Charles reflétait les priorités d'un homme qui avait appris à ses dépens la valeur de la loyauté personnelle. Il récompensa généreusement les serviteurs qui avaient risqué leur vie lors de la fuite de Worcester. Il versa des pensions aux familles de catholiques injustement exécutées. Il assura l'avenir de ses enfants illégitimes et de leur mère. Jacques II hérita non seulement d'une couronne, mais aussi d'une crise constitutionnelle insoluble. Les problèmes que Charles avait résolus grâce à son astuce politique et des compromis pragmatiques exigeaient désormais des solutions définitives. La succession catholique que Charles avait désespérément défendue allait être la cause de l'expulsion définitive des Stuarts du trône d'Angleterre. Dans ces dernières heures, Carlos avait murmuré des mots qui résumaient sa philosophie politique. « Je n'ai plus jamais été un voyageur ». Il avait appris en exil que la survie exigeait de la souplesse, des compromis et parfois la trahison de principes abstraits. Mais il avait aussi démontré que certaines humiliations ne sont jamais oubliées ni pardonnées. Sa mort marqua la fin du dernier roi d'Angleterre à avoir personnellement connu à la fois la gloire du pouvoir absolu et la dégradation de l'exil. Total, Charles II avait connu les extrêmes du statut royal, du réfugié mendiant au monarque vengeur. Cette expérience unique avait forgé un caractère complexe, défiant tout jugement simple. La mort de Charles II, le 6 février 1685, fut à la fois une fin et un présage. Son corps fut inhumé à l'abbaye de Westminster avec les honneurs royaux, mais son âme s'en allait vers le jugement divin, portant le poids de 25 années de décisions qui avaient forgé le destin de l'Angleterre. Le roi qui avait ordonné l'excision des testicules d'un ennemi mort se retrouvait désormais devant un tribunal où la vengeance terrestre n'avait aucun sens. Les funérailles royales respectaient strictement les protocoles anglicans, mais les catholiques célébraient des messes secrètes pour ceux qui étaient morts dans leur foi. Cette dualité ultime symbolisait une vie fondée sur des contradictions. Le défenseur public du protestantisme, secrètement papiste, le roi enjoué, ordonnant des exécutions brutales, le libertin œuvrant sans relâche pour la survie dynastique. Sa mémoire fut immédiatement contestée par des factions opposées. Les conservateurs le vénéraient comme le sauveur de la monarchie après des décennies de chaos républicain. Les Whigs le dénonçaient comme un tyran ayant vendu l'Angleterre à la France contre des subventions secrètes. Les puritains se souvenaient de lui comme du restaurateur de la corruption morale. Les catholiques le pleureraient comme un martyr,
secret de la vraie foi. Jacques II monta sur le trône, héritant des problèmes que Charles avait réussi à contenir, mais non à résoudre. Le nouveau roi manquait de la finesse politique de son frère. Là où Charles avait dissimulé ses sympathies catholiques, Jacques les proclamait ouvertement. Là où Charles avait cédé quand il le fallait, Jacques resta inflexible. La catastrophe dynastique que Charles avait retardée pendant des décennies se matérialisa en moins de 4 ans. La glorieuse révolution de 1688 chassa finalement les Stuarts du trône d'Angleterre. Jacques II s'enfuit en France, tout comme Charles l'avait fait 40 ans plus tôt, mais cette fois, il n'y eut pas de restauration. Guillaume d'Orange et Marie Stuart établirent une monarchie constitutionnelle qui limita à jamais le pouvoir royal. L'œuvre de Charles s'effondra en une génération. Les réformes constitutionnelles qui suivirent validèrent rétrospectivement les critiques de ses ennemis. La Déclaration des droits de 1689 interdisait la suspension des lois sans le consentement du Parlement, pratique que Charles avait maintes fois utilisée. L'acte d'établissement de 1701 exclut définitivement les catholiques de la succession, consacrant ainsi l'exclusion que Charles avait désespérément combattue. Cependant, des aspects fondamentaux de son héritage perdurèrent. Charles avait démontré que la monarchie pouvait survivre à des crises apparemment fatales grâce à son adaptation et son pragmatisme. Il avait établi un modèle de royauté alliant majesté cérémonielle et décontraction personnelle. Sa capacité à nouer des liens avec les sujets ordinaires devint un trait central de la monarchie britannique moderne. La vengeance posthume contre Oliver Cromwell devint un symbole de la brutalité royale, mais elle créa également un précédent quant à l'étendue du pouvoir monarchique. La tête de Cromwell resta empalée au-dessus de Westminster Hall pendant plus de 20 ans, rappelant aux générations futures que la trahison envers la couronne avait des conséquences éternelles. Lorsqu'elle tomba finalement lors d'une tempête en 1685, elle sembla marquer symboliquement la fin de l'ère de la vengeance personnelle incarnée par Charles. Les historiens ultérieurs débattirent sans relâche de la personnalité de Charles. Eux deux, les Whigs du XVIIIe siècle le dénoncèrent comme un tyran corrompu, ayant retardé le progrès constitutionnel. Les romantiques du XIXe siècle le célébrèrent comme un gentleman galant, ayant restauré la joie après l'austérité puritaine. Les érudits modernes le présentent comme un homme politique pragmatique, capable de gérer des crises impossibles avec une astuce extraordinaire. Son traitement des ennemis, vivants comme morts, révéla des aspects fondamentaux de la nature du pouvoir royal. Les exécutions de régicides étaient des actes de justice, mais la profanation de cadavres transcendait tout précédent juridique. Charles avait démontré que sa mémoire était plus longue que la vie humaine, que l'humiliation personnelle exigeait un châtiment au-delà de la mort. C'était une leçon dont les générations futures de rebelles se souviendraient avec terreur. L'ironie suprême de son héritage se révéla lors des crises jacobites du XVIIIe siècle. Les partisans de Jacques II et de ses descendants adoptèrent nombre des tactiques perfectionnées par Charles. Propagande politique, réseau d'espionnage, alliances secrètes avec l'étranger, promesses de tolérance religieuse. Les ennemis des Stuarts avaient retenu les leçons de Charles. Ces réformes administratives survécurent bien au-delà de sa dynastie. La réorganisation de la Royal Navy, le mécénat scientifique et artistique, la reconstruction de Londres après le grand incendie et la modernisation des finances de l'État, ces innovations jetèrent les bases de la future grandeur britannique. Le roi, accusé d'avoir vendu l'Angleterre à la France, avait semé les graines d'une suprématie navale qui allait dominer les océans pendant 2 siècles. Les femmes qu'il aimait conservaient des souvenirs intimes qui humanisaient le monarque. Public. Nell Gwyn, sa favorite roturière, reçut une pension royale qu'elle honora jusqu'à sa mort. Barbara Villiers épousa des nobles étrangers, véhiculant l'histoire de la cour la plus libertine d'Europe. Ses 14 enfants illégitimes fondèrent
Des dynasties ducales qui perpétuèrent la lignée royale en lignées alternées. La conversion finale de Charles au catholicisme modifia rétrospectivement l'interprétation de son règne. Des actions qui avaient semblé relever de calculs politiques se révélèrent être des manifestations de foi sincère. Sa protection secrète des catholiques durant les persécutions prit des dimensions héroïques. Sa tolérance religieuse, critiquée pour faiblesse politique, se transforma en vertu chrétienne. La littérature et l'art de la fin de la période Stuart ont immortalisé des aspects contradictoires de sa personnalité. Des dramaturges comme Dryden ont célébré son mécénat artistique tout en satirisant discrètement ses excès sexuels. Des peintres comme Lely l'ont dépeint avec une majesté royale qui dissimulait ses vulnérabilités psychologiques. Les chroniqueurs contemporains ont rapporté des anecdotes révélant à la fois son charme et sa cruauté calculée. Son impact sur le développement du système parlementaire britannique fut paradoxal. Charles s'était farouchement opposé à la limitation du pouvoir royal, mais ses conflits avec le Parlement avaient établi des précédents constitutionnels fondamentaux. Les crises d'exclusion avaient défini les limites du pouvoir parlementaire sur la succession dynastique. Ces dissolutions répétées avaient clarifié les prérogatives royales restantes. Le modèle de monarchie constitutionnelle qui émergea après 1688 intégra les leçons tirées des conflits de Charles avec ses parlements. Les futurs souverains gouverneraient par la persuasion plutôt que par la coercition. Le faste royal serait maintenu, mais le pouvoir royal serait exercé dans des limites constitutionnelles strictes. C'était une synthèse que Charles avait rejetée, mais que ses luttes avaient rendue inévitable. Les techniques de survie politique que Charles avait perfectionnées durant son exil devinrent des éléments permanents de l'histoire européenne. Diplomatie secrète, subventions étrangères, alliances matrimoniales, propagande religieuse, espionnage international. Ces outils désespérément employés par Charles devinrent la norme dans les relations entre États. Son héritage ultime transcendait les simples jugements moraux. Charles II avait été à la fois le sauveur et le destructeur de la monarchie Stuart. Il avait restauré l'institution royale après l'expérience républicaine, mais avait involontairement préparé sa limitation constitutionnelle permanente. Il avait vengé la mort de son père, mais avait garanti qu'aucun futur roi n'exercerait un pouvoir absolu. L'Angleterre que Charles laissa derrière lui à sa mort était fondamentalement différente de celle dont il avait hérité en 1660. Plus prospère, plus tolérante sur le plan religieux, plus connectée à l'Europe, plus consciente de ses droits constitutionnels. Le prix de cette transformation s'était mesuré en vies humaines, en principes trahis et en humiliation nationale. Mais le progrès historique s'accompagne rarement d'un coup moral complexe. Le roi qui fit couper les testicules d'Oliver Cromwell en public avait démontré que la vengeance personnelle pouvait coexister avec une perspicacité politique. Sa brutalité sélective avait terrifié ses ennemis, tandis que sa retenue calculée avait rassuré les neutres. C'était une leçon d'exercice du pouvoir que les générations futures étudieraient avec à la fois fascination et horreur. Fin de l'histoire. Et vous, nobles spectateurs, qui avez traversé avec nous les sombres couloirs de l'histoire, que retenez-vous de ce voyage? Si ce récit vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et partagez-la avec ceux qui aiment l'histoire vivante et intense. Et ne manquez pas le prochain épisode. Nous parlerons de la vengeance brutale d'Henri VIII contre Anne Boleyn et de la façon dont un roi passionné est devenu le tyran le plus redouté d'Angleterre. À bientôt.